En ce qui concerne Theresienstadt, on va retrouver la même question de la qualification du lieu, puisque ce lieu va être désigné tantôt comme camp, tantôt comme ghetto. On va retrouver les deux qualifications, et ça reflète effectivement la double fonction de Térésine. D'une part, camp de transit vers les centres d'extermination, et d'autre part, Térésine est une vitrine, un simulacre de ghetto modèle destiné à tromper l'opinion internationale, mais aussi allemande, et créé pour masquer la réalité des déportations. Donc, en fait, c'est un camp de transit, mais dont la réalité de camp de transit va être cachée paradoxalement à travers tout un dispositif de mise en visibilité. Donc, ce qu'on devra interroger aussi à propos de Térésine, c'est cette dichotomie visibilité-invisibilité, puisque la visibilité qui est donnée à ce lieu a pour but justement de créer une illusion de réinstallation, c'est-à-dire de lieu pérenne et non pas transitoire. Donc, Theresienstadt est à l'origine un Altersghetto, c'est-à-dire un lieu pour des personnes âgées, dont la création relève d'une dernière mesure anti-juive prise par Heinrich, principal représentant du Reich dans le protectorat de Bohême-Moravie, donc mesure qu'il aura prise avant d'être assassiné, et qui sera officialisée le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee sur la solution finale. Et c'est alors qu'est défini, donc le camp fonctionne déjà, mais c'est alors qu'est défini son double statut, à la fois donc camp de transit pour les juifs du protectorat et ghetto pour les juifs du Reich âgés de plus de 65 ans. Donc ghetto à l'origine, où ils pourront s'éteindre d'eux-mêmes. Bon, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ce camp vitrine devait accueillir environ 30% de la population juive du Reich, soit 85 000 sur un total de 280 000, afin de conforter justement la légende de la réinstallation. En réalité, entre 1941 et 1945, plus de 140 000 juifs sont déportés à Theresienstadt, non seulement du Reich et du protectorat, mais aussi de Hollande et du Danemark. Et entre début 1942 et fin 1944, près de 90 000 sont déportés vers Auschwitz, Treblinka, Bełżec et d'autres lieux d'extermination, et aucune catégorie de la population n'est finalement épargnée. Les opérations menées pour l'aménagement du ghetto sont donc en même temps celles qui permettent la construction d'un décor pour les mises en scène successives qui se dérouleront ici. Et ces mises en scène successives vont en fait culminer dans la création d'un film dont je ne parlerai pas faute de temps, hein, mais on envisagera donc d'un film de propagande justement, voilà, insistant sur la dimension installation et non pas transit. Hein. Donc je ne pourrais pas en parler du film lui-même. Vous avez le texte complet dans ce qui vous a été remis. Je parlerai plutôt de ces opérations d'embellissement qui sont menées en amont pour créer ce film, mais on verra que l'embellissement en fait va de pair avec justement la fonction ghetto Potemkin de Theresienstadt. Donc c'est le 24 novembre 1941 qu'un convoi en provenance de Prague conduit à Térésine 342 internés qui sont chargés de travaux. Il s'agit notamment de transformer les casernes et les écuries en baraquements, ce qui permettra à cette cité fortifiée de la fin du XVIIIe siècle, une fois évacuée sa population tchèque, de mimer un établissement juif autogéré, en réalité placé sous un commandement SS,
avec, comme ailleurs, un conseil d'anciens responsable de l'organisation de la vie. Là sur l'image, vous voyez justement Theresienstadt vu d'en haut et le plan. Donc on est encore dans le cas d'un lieu qui est situé sur une route, donc visible et même accessible, mais à partir d'avril 1943, la construction d'une autre route permettant de le contourner va assurer un presque total isolement de cette ville. Donc tout au long, mais ça reste quand même une ville, on reviendra sur cette dimension urbaine du camp. Donc tout au long de l'existence de ce camp ghetto, celui-ci se verra normalisé, entre guillemets, par des décors matériels ou symboliques. Participe de cette mise en scène, donc on pourrait repérer plusieurs étapes de cette mise en scène qui va donc aboutir à la création de sa trace filmique. Notamment, donc la mise en scène commence déjà par la disparition progressive des patrouilles SS, remplacées par des gendarmes tchèques, puis par la police juive. Mais en réalité, les SS s'établissent à l'extérieur de la ville. Quelques-uns demeurent dans l'édifice situé dans le parc central et qui sont utilisés comme bâtiments administratifs. Mais l'essentiel de l'administration ainsi que la Gestapo s'installe dans la petite forteresse, la Kleine Festung, que vous voyez un petit peu à l'écart au-dessus sur l'image au-dessus du camp principal. Donc cette forteresse est également utilisée comme prison dès juin 1940, mais elle n'est pas, ce qui fait que ce noyau de la répression n'est pas visible à l'intérieur de la ville où la Gestapo maintient pourtant un régime de terreur. La mise en scène repose ainsi principalement, donc à l'origine initialement, sur deux éléments: la nature de l'espace utilisé et la population que l'on choisit d'y enfermer. Situé dans un espace urbain traditionnel, dépourvu donc de cette dimension d'étrangeté radicale qui était rattachée au lieu de déportation à l'Est, situé donc dans le Grand Reich mais en dehors de l'Allemagne, le lieu présente une sorte de compromis entre un ici et un ailleurs. Il possède les propriétés à la fois du familier et du lointain et nourrit l'illusion d'un quelque part réservé par une sorte d'extrapolation à tous les juifs disparus. Donc c'est un lieu choisi comme symbole pour signifier que les juifs sont quelque part. On sème ainsi l'idée d'une pérennité dont jouiraient les lieux où sont rassemblés les juifs, donc idée qui sert de contrepoint à celle d'un écoulement vers le nulle part que leur disparition pourrait suggérer. Alors la population comportait à l'origine trois catégories de juifs privilégiés: des vieillards âgés de plus de 65 ans, des anciens combattants mutilés de guerre ou honorés au cours de la Première Guerre mondiale de la Croix de Fer, voire d'une décoration plus élevée. Enfin, une catégorie non mentionnée au cours de la conférence de Wannsee, des personnalités dont la disparition aurait pu inquiéter l'opinion mondiale. Le premier destinataire de cette opération de camouflage, avant même les instances internationales, était donc la Wehrmacht, qui aurait pu être tentée de protéger ses anciens combattants. Par la suite, sur les images que l'on cherchera à diffuser, l'accent sera mis principalement sur la présence de jeunes, d'enfants et de familles, la majeure partie des personnes âgées ayant déjà été déportées vers les camps de la mort au moment où l'on entreprendra les embellissements successifs destinés à offrir donc le décor pour ces images.
Voilà, mais les tout premiers destinataires de la falsification sont bien les victimes elles-mêmes. Le simulacre est construit en amont avec la vente d'appartements que les personnes destinées à la déportation sont contraintes d'acquérir, de manière à ce que leurs préparatifs de départ se fassent en fonction de données imaginaires. Elles emportent par exemple des vêtements de soirée et des objets inutiles qui constitueront ensuite l'arsenal factice montré lors des opérations d'embellissement. Donc on peut voir que cette dimension de mise en scène excède la simple organisation et instrumentalisation de données montrables, puisque la simple présence de nombreux vieillards dans le ghetto dément indirectement l'idée même d'extermination. L'horizon proche d'une mort naturelle, implicitement inscrit dans la représentation donc, de cet Altersghetto, évince celui de la mort violente. En février 1943, donc ce qui illustre cette volonté de dissimulation, en février 1943, Himmler lui-même répond à Kaltenbrunner, le successeur de Heydrich, qui lui demande l'autorisation de déporter 5000 juifs âgés de plus de 65 ans. Je cite, « Un tel transport perturberait la tendance qui veut que l'on permette aux juifs du ghetto des vieillards de Theresienstadt de vivre et de mourir en paix. » Fin de citation. Donc le concept d'Altersghetto s'éclaire ainsi au regard de l'objectif de masquer la dimension génocidaire des déportations. C'est paradoxalement la mort qui permet d'évacuer l'idée de la mort, l'image de la mort naturelle est paisible, contredisant toute hypothèse de violence extrême exercée à l'encontre de la population juive, caractérisée justement par l'élimination des bouches inutiles, vieillards et enfants. Donc voilà, le premier point que je voudrais souligner, c'est que si on associe souvent l'embellissement à la visite du Comité international de la Croix-Rouge du 23 juin 1944, on constate que c'est bien avant que sont mis en place les éléments de base de cette théâtralité. En fait, dès novembre 1942, des boutiques sont ouvertes à Theresienstadt et à partir de mai 1943, la ville possédera sa propre monnaie qui permettra d'acheter, entre guillemets, dans ces boutiques. Donc, en prévision de la visite de la Croix-Rouge allemande qui se déroulera le 28 juin 1943 en présence d'Eichmann. Donc cette monnaie que l'on introduit dans le ghetto permettra au SS d'inciter les Juifs du Grand Reich à transférer leur fortune à Theresienstadt avant d'y être déportés, selon le cours donc dit Ghetto-Kronen pour un Reichsmark, alors qu'en réalité, on s'en doute bien, la monnaie du ghetto n'est pas convertible. Donc cette prétendue autonomie économique du ghetto et la fiction selon laquelle les finances se trouveraient aux mains des anciens jouera en effet un très grand rôle dans la propagande. Et cette fiction économique trouvera son aboutissement lors de la visite donc toujours du Comité international de la Croix-Rouge le 6 avril 1945, alors qu'on est voilà, à quelques semaines de la fin de la guerre, et visite lors de laquelle il s'agit de prouver qu'il n'y a plus qu'en tout cas il n'y a plus de déportation de Theresienstadt, et au cours de laquelle les délégués assisteront à une conférence donnée par le directeur de la banque consacrée à la question de l'inflation et autres problèmes monétaires liés à la guerre. Voilà, conférence au cours de laquelle donc l'un des représentants de la Croix-Rouge justement dira qu'il n'avait pas tout compris. Donc en juillet 1943, donc vous voyez, il y a en fait voilà, là on détaille un peu quelques mesures qui consistent à
créé cette image de ghetto modèle. En juillet 1943, les rues qui portaient initialement des numéros reçoivent des noms. Par exemple, la rue du Lac, alors qu'il n'y a pas de lac. Bon. Voilà, et cet effet de normalité, parce que c'est ça qu'on cherche à montrer, en fait, c'est qu'il s'agit d'un espace de vie normal et qui deviendra d'ailleurs voilà, cette normalité sera, comment dire, apparaîtra de plus en plus comme un espace privilégié au vu des destructions qui sont par ailleurs subies par l'Allemagne à mesure que l'on approche de la fin de la guerre. Donc cet effet normalité, cette illusion d'une ville dotée de son infrastructure, avec ses commerces, sa banque, sa monnaie, ses timbres-poste, ne pouvait être obtenu que dans un champ de visibilité déjà aménagé en fonction d'une mise en scène. Donc le camp Potemkin. Et le film évoqué dans le titre de ma communication, dont finalement je ne parlerai pas, constitue l'aboutissement de cette entreprise de falsification construite en plusieurs phases. Donc une opération d'embellissement, bon, mais on a vu qu'il y en a eu déjà d'autres, est menée par les autorités du ghetto en vue d'une autre visite de la Croix-Rouge internationale, cette fois-ci, donc celle du 23 juin 1944, cette visite que j'ai déjà évoquée, et c'est une visite que la direction SS accepte sous la pression de la Croix-Rouge danoise et suédoise, inquiète du sort des 476 juifs danois déportés à Theresienstadt le 5 octobre 1943. La délégation n'a pu se rendre sur les lieux qu'au terme de plusieurs mois de négociations, au cours desquels les autorités du ghetto ont pu préparer son itinéraire. Himmler donne son accord pour la visite le 15 mai 1944, mais c'est donc bien en amont, en décembre 1943, que le Conseil des anciens de Theresienstadt s'est averti de la mise en place du processus d'embellissement dirigé par le colonel SS Karl Rahm, donc commandant du camp. Voilà. Et là, on va procéder à l'installation d'un décor, des bancs, des bacs à fleurs, des sculptures. On aménage également des terrains de sport. Un bâtiment se verra affublé de la pancarte « École » en même temps que d'une autre fermée pour les vacances. Et donc voilà, pour donner à voir ce camp modèle, il faut cacher beaucoup de choses. Il faut cacher la promiscuité, il faut cacher les conditions terribles en fait de la vie des détenus et notamment le surpeuplement du ghetto. Donc pour le cacher, les nazis accélèrent la déportation vers Auschwitz. Plus de 5000 personnes seront déportées en décembre 1943, vous voyez, en vue de la création de ce décor, notamment des internés âgés ou malades, et plus de 7500 autres le seront en mai 1944, juste avant l'arrivée de la commission. Au cours des 6 heures que dure la visite, les représentants de la Croix-Rouge peuvent donc voir des espaces créés spécialement à leur intention, ou plutôt à leur attention, ou maquillés, tels que l'hôpital, le théâtre, le café, la piscine, le jardin d'enfants. Ils peuvent aussi entendre l'opéra pour enfants, Brundibar. Ils croisent des jeunes filles qui chantent en allant au travail. Le commandant distribue aux enfants des boîtes de conserve. Et les membres du comité peuvent les entendre s'écrier « Comment, encore des sardines ?» Bon, alors que la famine règne dans le ghetto, donc on retrouvera ces boîtes justement lors du tournage du film. On sait aussi qu'après la visite et après le tournage, elles seront reprises aux enfants. Il est interdit aux internés de se découvrir devant les nazis pendant la visite, alors qu'ils en ont l'obligation d'ordinaire. Et
la commission peut également apprécier les magasins où l'on vend des objets confisqués aux détenus ou apportés de Prague à dessein. Donc on distribue aussi aux figurants des légumes frais. Le succès de cette opération de propagande, attesté par le rapport que le chef de la délégation, Maurice Rossel, remettra au Comité international de la Croix-Rouge, incitera justement les autorités du camp à la fixer sur la pellicule, de façon à pouvoir diffuser plus efficacement l'image de Theresienstadt, ville normale, auprès d'institutions internationales. L'itinéraire aménagé pour la commission deviendra donc le parcours visuel proposé aux spectateurs du film, dont la création elle-même même si on ne peut pas s'y arrêter, voilà, je précise juste que le montage du film est achevé en mars 1945, donc 2 mois avant la fin de la guerre, et alors que le réalisateur Kurt Geron ainsi que les acteurs ont déjà été déportés à Auschwitz et gazés. Voilà. Et le film sera projeté donc lors de la dernière visite de la Croix-Rouge internationale, déjà mentionnée, le 6 avril 1945. Bon, mais avant le film, une série de clichés photographiques est déjà parvenue au Comité international de la Croix-Rouge grâce à Rossel, autorisé, pense-t-il, par les nazis à photographier Theresienstadt lors de sa visite, alors que justement tout est fait pour qu'ils prennent ces clichés. Le 1er juillet 1944, Rossel adresse à von Taden, aux fonctionnaires des affaires étrangères qui l'avaient accompagné au cours de sa visite, ses remerciements ainsi qu'une sélection de photographies prises sur les lieux qui seront qualifiées par son destinataire de très réussies. Elles sont en effet tout à fait conformes à ce que l'on attendait de lui et pourront servir pour démentir, je cite, les prétendues atrocités commises à Theresienstadt. Donc voilà, la mise en scène se révèle parfaitement efficace. Par ailleurs, donc Rossel assure son destinataire quant au contenu de son rapport, je cite, « Nous sommes heureux de vous informer que notre rapport rassurera beaucoup de personnes car les conditions de vie sont satisfaisantes. » Alors certains espaces créés, donc je reviendrai sur le regard de Rossel, mais voilà, les choses se compliquent lorsqu'on se rend compte que ces espaces créés pour l'embellissement voilà, ont un statut difficile à définir. Bon, certains, comme le jardin d'enfants, le pavillon de musique, par exemple, disparaissent après le tournage du film. Donc restent en place du moment de la visite jusqu'au tournage du film, mais disparaissent ensuite. Une nouvelle opération d'embellissement, plus superficielle du fait de la dégradation des conditions matérielles, notamment depuis l'arrivée de détenus provenant des camps de l'Est évacués, voilà, donc avec tout ce que ça suppose de promiscuité et d'épidémie qui se déclenchent. Donc une nouvelle opération d'embellissement sera montée en vue de cette deuxième visite de la Croix-Rouge du 6 avril, au cours de laquelle le film sera projeté. Voilà, donc c'est alors que, enfin, je l'ai dit déjà, la défaite de l'Allemagne n'est plus qu'une affaire de semaines et que la réalité des camps d'extermination est révélée au grand jour, un pas de plus est franchi dans la falsification, Theresienstadt devenant alors sous la plume des experts Paul Denant et Otto Lehner, non plus une ville où les Juifs vivent simplement dans des conditions acceptables, comme le disait Rossel, mais une ville où l'idéal communautaire est d'ores et déjà réalisé. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que la spécificité de Theresienstadt, donc camp de transit déguisé en camp pérenne, en ville, c'est que il s'agit d'un espace dont la réalité même est instrumentalisée d'emblée à des fins de propagande. Si bien qu'il n'est pas du tout facile de retrouver à la base
un fond de vérité dans cet édifice de mensonges stratifiés, ni de faire la part des usages réels et des usages factices des lieux. Alors, lorsque Lanzmann, en 1979, réalise un entretien avec Rossel, donc c'est le film Un vivant qui passe, il lui explique, puisque Rossel est dans le déni, il lui explique que les espaces qu'il a vus et qu'il a pris pour des espaces réels étaient en réalité construits dans le seul but de le tromper. Pardon ? J'ai plus que 2 minutes ? Ah bon, d'accord. Bon, bah je... Ok. Alors, je vais conclure. Bon, en réalité, ce n'est pas... Donc, et Lanzmann dit, après votre départ, on les a détruits. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains ont été détruits et d'autres non. Et ces espaces ont fonctionné dans le ghetto. Et il est extrêmement difficile de séparer les usages, c'est-à-dire de dire tel lieu a été... n'a servi qu'à la propagande, puisque ces lieux étaient justement utilisés pendant tout ce temps. Bon, et puisque je dois m'arrêter, je vais vous montrer les images. Bon, ça c'est la ville. Voilà, donc ça, la réalité de Térésine, c'est ça, hein, c'est les déportations. C'est la Kleine Festung avec l'administration. Voilà, c'est les baraquements. C'est le transport des corps, mais ce que je veux montrer, c'est ça. Voilà, je vais choisir juste 2 exemples pour montrer cette utilisation des lieux créés pour le but de la propagande. Donc, la propagande a énormément utilisé la dimension artistique les manifestations artistiques qui avaient lieu dans le ghetto. Et là, vous pouvez voir qu'il s'agit des affiches qui circulaient ou étaient placardées dans Térésine. On peut voir qu'il y avait effectivement une vie culturelle très importante. Bon, vous le savez tous du reste. Alors, cette vie culturelle, est-ce qu'il faut là, si on doit relève-t-elle des comportements de résistance ou relève-t-elle des comportements d'accommodement? Et en réalité, on ne peut pas séparer les deux. De la même façon, je pense que vous avez tous vu des images de cette cour de la caserne de Dresde où avaient lieu des matchs de football. Ces matchs, ce lieu, on le voit justement dans le film de propagande. Mais le problème, c'est qu'on le voit également sur beaucoup de dessins d'enfants de Térésine, et on pourrait dire ça aussi d'autres lieux. Et on voit bien, lorsqu'on regarde ces dessins d'enfants, on voit bien que ce lieu n'a pas servi uniquement à la propagande. Il y a aussi de nombreux témoignages sur les matchs qui ont eu lieu sur ce terrain de football, en dehors des opérations d'embellissement à proprement parler. Et on lit dans ces témoignages que les détenus appréciaient ces matchs et que c'était des moments où ils pouvaient s'abstraire très brièvement ou pas, mais en tout cas, c'était des moments appréciés. Donc, à partir de là, quel statut donner justement à ces lieux et aux activités qui sont liées à ces lieux? Donc, je vais m'arrêter sur cette question. Merci beaucoup.